Nous revoilà donc, voilà, il me fait rire juste avant mon intervention, c'est pas grave. Nous voilà avec Laurent Silvestri, donc président du CDRT et président d'OpenIP, que je remercie d'avoir participé également à cette conférence. On va rester dans un thème connexe pardon, à ce qu'on a eu avant avec Sébastien Borras, puisqu'on est également dans une situation Covid, post-Covid, enfin non pas encore post-Covid malheureusement, disons on va dire post-confinement et donc changement des habitudes au niveau du télétravail notamment. Est-ce que ça implique au niveau des MSP tout un nouveau paradigme, pour reprendre un mot à la mode, qui apparaît? Donc je vais te laisser la parole, Laurent, pour faire ta présentation sur ce sujet. Merci beaucoup. Merci Vincent, On se reparle à merci la fin. beaucoup. Merci. Je vais partager mon écran du coup pour que les choses soient un peu plus lisibles et compréhensibles. En effet, donc je vais parler de ce post-Covid, comme on dit souvent, ou cette nouvelle normalité, le new normal, comme disent les anglophones, ou le digital normal, comme j'ai aussi beaucoup entendu. Et je vais intervenir au nom du CDRT. Je suis à la fois président d'OpenIP, donc un opérateur de communication unifiée dont vous avez déjà largement entendu parler durant les conférences, mais aussi en tant que président du CDRT, le club des dirigeants réseau et télécom, que je vous présente en une slide. C'est un club qui a été créé il y a aujourd'hui 9 ans, qui a eu comme vocation en fait, d'accompagner les intégrateurs, notamment réseau et télécom, vers la convergence des métiers informatiques et télécom. C'est aujourd'hui, hein, on est vraiment dans des métiers qui convergent de plus en plus, l'informatique, les réseaux et les télécoms. L'objectif du club, il est vraiment de réunir des acteurs clés, des dirigeants d'entreprise. On est un club et pas une fédération. On réunit ces acteurs à travers des dîners débats, des dîners table ronde, des matinales, des cocktails aussi souvent qui sont très à vocation à présenter des startups. Donc réunir des acteurs de l'écosystème. On est à peu près 200 membres aujourd'hui en France, 200 dirigeants d'entreprise, et on fait une vingtaine d'événements à l'année. L'objectif du club, il est aussi d'accompagner dans un monde qui évolue énormément. On sait que les nouvelles technologies apportent finalement continuellement leur lot d'innovation. Et il faut savoir les comprendre, les anticiper. On a eu aussi des mutations technologiques. On a, par exemple, en ce moment, l'arrivée de la fibre, la fin du réseau cuivré, et puis évidemment tout ce qui est tout ce qui va de migrer l'IT vers le cloud. Donc les membres, les dirigeants ont besoin de prendre du recul et ont besoin d'entendre des experts parler de ces différents sujets pour les aider à définir leur stratégie. Et puis un troisième axe important pour le club, c'est la représentation. Aujourd'hui, les acteurs des réseaux, des télécoms et de l'informatique sont certes représentés par différentes fédérations, mais pas une fédération qui va parler de l'ensemble des sujets. Donc, on va, en tant que club, parler aux différentes fédérations françaises, que ce soit le Syntec, Infranum, le MEDEF, l'ARCEP, le régulateur, l'autorité de la concurrence, pour faire connaître en fait notre position, qui est finalement une position très pragmatique, B2B. On est là pour parler du marché des entreprises et principalement aussi du marché des petites et moyennes entreprises. 3 millions d'entreprises en France qui sont aujourd'hui encore assez lésées et en retard finalement dans la transformation numérique. Et notre objectif est d'accélérer cette transformation numérique. Donc, je vous invite à nous rejoindre, si vous le souhaitez, le club des dirigeants réseau et télécom, avec un site internet qui est cdrt.fr. Pour revenir sur le débat du jour, ou surtout cette conférence, en effet, je crois qu'on peut tous le dire, 2020 a été une année de changement, où le monde a basculé. Le monde a basculé avec un virus qui nous a tous fait très peur, le coronavirus, une pandémie aujourd'hui, on peut le dire, et ce virus a bouleversé nos vies. Excuse-moi, Laurent, tu as un petit problème de micro, ça grésille un petit peu. Est-ce que tu peux l'éloigner peut-être de ta chemise ou je sais pas? Ouais. C'était bien au début, là, tout d'un coup, ça devient moins bon. Bon, j'espère que c'est mieux maintenant. Vas-y, je te dirai. Donc le Covid a bouleversé nos vies, on le sait tous. Du jour au lendemain, les gouvernements ont dû prendre des décisions très brutales pour protéger la population. Chaque pays aussi a choisi ses propres règles pour enrayer le virus. Et c'est vrai que
finalement, les prévisions sont très complexes. Les pays ont choisi de mettre en place des interdictions, du confinement, la fermeture des frontières, des quarantaines, des tests obligatoires, le port du masque, on en passe. Et finalement, la pandémie a créé une peur, la peur des conséquences sanitaires en premier, qui ont créé d'une certaine manière une vraie panique, on peut le voir. Les informations sont anxiogènes, elles créent le doute. Et puis, je pense qu'on peut dire aussi, depuis la Deuxième Guerre mondiale, jamais les frontières et les déplacements n'ont été aussi limités. Et finalement, ce qu'on peut aussi se dire, c'est qu'à l'heure actuelle, personne n'est capable de prévoir la durée de la crise. Donc, oui, comme je le disais, en fait, aujourd'hui, à l'heure actuelle, personne n'est capable de prévoir la durée de la crise. Et quelque part, ça devient une forme de nouvelle normalité à laquelle il va falloir qu'on s'habitue. Alors, les conséquences du virus sur nos vies, elles sont multiples aussi, hein, on l'a vu. En quelques jours et sans préavis, on a été confinés. La plupart des gens ont perdu pied devant ce manque de visibilité. On a tous essayé de se transformer en épidémiologistes et essayer de comprendre en quoi ce virus allait nous toucher, mais finalement, la première réaction de tous, ça a été la peur de mourir peut-être. Et puis des nouvelles règles qui ont été mises en place, le contact physique qui a été banni devant le risque de contamination, les déplacements qui ont été limités, voire interdits durant une certaine période, le télétravail, qui est devenu la priorité des entreprises pour maintenir l'activité, et des conséquences encore peut-être inconnues. L'économie, évidemment, qui va être profondément touchée avec des secteurs comme le tourisme, la restauration ou le retail, la distribution, qui ont très souffert. Et à titre personnel, le lien social, le lien professionnel, le lien familial qui ont été clairement cassés. Alors, on se retrouve dans une situation où on essaie tous de vivre une vie normale, mais on voit bien qu'on est enfermé dans un cercle qui nous empêche d'avoir des contacts physiques, et on rentre dans cette période d'une nouvelle normalité que j'avais finalement en route vers la nouvelle normalité, pour une durée qui, comme je le disais, reste encore aujourd'hui assez incertaine. Alors, ce qu'on a pu retenir, je pense aussi de notre expérience des derniers mois, c'est qu'il faut 4 compétences aujourd'hui pour affronter cette nouvelle normalité. La première, c'est la résilience. La résilience, en fait, ça veut dire beaucoup de choses, mais finalement, si on parle de nous à titre personnel, c'est cette capacité à résister aux épreuves et à tenir bon dans la difficulté. Mais pour les entreprises, ça a été finalement cette capacité à maintenir le même niveau de productivité durant la période, ce qui n'est pas simple. Il faut être fort, finalement, à titre personnel et à titre professionnel. La deuxième, c'est l'agilité. Là aussi, on l'a vu, il faut être capable de prendre des décisions qu'on n'a pas eu la capacité de prendre par le passé, ou qu'on n'a pas souhaité prendre par le passé. Il faut s'adapter au changement, ne pas avoir peur de s'adapter et rester très agile à la fois personnellement et pour les équipes. Donc, la troisième chose, c'est le lâcher-prise. On le voit bien aujourd'hui, tout ce qu'on planifie a tendance à s'annuler. Il faut accepter en fait cette situation, ce qui nous arrive, et puis vivre avec, pour un certain temps en tous les cas, et ne pas en fait se laisser envahir par l'anxiogénéité de la pandémie. Et puis ensuite, rester très positif, malgré tout ce qui nous arrive, garder espoir, chercher à s'adapter, chercher le progrès, chercher à avancer, garder du positivisme et surtout pas se morfondre. 4 compétences qui, je pense, sont primordiales, et j'espère que vous reconnaissez tous dans ces 4 compétences qui vont nous permettre de mieux passer la crise. Alors, durant cette crise, le numérique est devenu une priorité. Le lien numérique, notamment, qui a été finalement une des seules alternatives pour nous permettre de recréer le lien durant cette période. Donc, aujourd'hui, les métaplateformes de jeux et de communication ont explosé les compteurs. On l'a vu, et ça a accéléré les choses. Les jeunes
vivent connectés à ces plateformes, Snapchat, TikTok, Fortnite, et j'en passe, et les autres générations aussi, que ce soit FaceTime, WhatsApp, Teams, Zoom, etc., etc. YouTube aussi, évidemment. Le numérique, en fait, a montré pour les entreprises que c'est un vrai modèle de résilience. Il était efficace. Durant la période, le e-commerce a explosé avec plus de 55% de croissance. Les DSI ne cessent d'accélérer leur migration vers le cloud. Et puis, si on regarde évidemment ces plateformes de collaboration, Microsoft Teams a enregistré une croissance de plus de 500%. Zoom enregistre jusqu'à 300 millions d'utilisateurs journaliers. Donc, on voit bien en fait que les plateformes ont apporté en fait une réponse pour recréer le lien et remplacer le lien physique auquel nous étions habitués. Donc, le lien numérique devient en fait quelque chose de très important aujourd'hui. Donc, la transformation digitale aujourd'hui, en fait, c'est un vrai facteur de réussite. Tout le monde le perçoit tel quel, les entreprises en première, et on le sait, en fait, plein de statistiques le montrent, les entreprises qui sont engagées dans la transformation digitale seront deux fois plus en croissance que celles qui n'ont pas encore commencé leur transformation. 77% des PME qui ont commencé leur transformation digitale reconnaissent que le numérique participe à la croissance et 87% des chefs d'entreprise considèrent que le digital sera un vrai levier de croissance. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une vraie opportunité de croissance pour les PME. Les avantages principaux, c'est l'augmentation des ventes à 86%, l'amélioration de la satisfaction client, et puis une meilleure efficacité opérationnelle. Mais on peut en citer beaucoup d'autres, hein, comme typiquement aussi l'attractivité des plus jeunes générations à l'entreprise. Et puis il y a des freins aussi, des freins assez étonnants. Le manque de temps, qui est peut-être une excuse un peu facile, mais finalement, ça montre que le digital n'est pas nécessairement la priorité ou n'a pas nécessairement été la priorité les années passées. Le coût d'investissement, passer au digital, c'est beaucoup de chantiers et beaucoup d'investissements sur lesquels on n'a peut-être pas encore nécessairement une bonne vision du retour sur investissement. La complexité de mise en œuvre à 39%, et puis le manque de formation. Et bon, ça, on le voit bien en fait dans l'entreprise. Il y a beaucoup de générations qui ont du mal aujourd'hui avec le numérique. Il faut former, il faut intégrer des nouvelles professions plus digitales dans l'entreprise, des nouveaux métiers pour accélérer la transformation. Il faut s'appuyer sur les nouvelles générations, mais il faut vraiment aussi former les équipes pour que l'ensemble des équipes soient engagées. Il y a vraiment un change management qu'il faut appuyer et accompagner, notamment dans les plus petites entreprises. La transformation digitale, c'est beaucoup de chantiers, beaucoup de complexité. Une PME, en fait, connaît bien son métier, mais ne connaît pas le digital. Elle ne peut pas y aller seule. Moi, j'en suis vraiment persuadé. Elle a besoin de cet accompagnement. Les chantiers sont multiples, hein. Je vais en citer quelques-uns. Disposer d'une connexion Internet très haut débit qui va permettre de faire des visioconférences Zoom sans que les gens nous entendent mal, par exemple. Mais surtout, donc, Internet très haut débit pour tous les salariés, qu'ils soient au bureau, en télétravail ou en déplacement. On l'a bien vu, hein, aujourd'hui, le confinement a posé beaucoup de problèmes de connexion pour les personnes qui étaient en télétravail. Externaliser, sauvegarder les données de manière sécurisée. On veut les mettre dans le cloud, très bien, mais quelles sont mes garanties de ne pas les perdre et de ne pas me les faire pirater? Disposer d'un site internet marchand et le promouvoir, c'est un vrai challenge, mais c'est aussi énormément d'opportunités commerciales. Finalement, aujourd'hui, avec un site marchand, je peux vendre mes produits partout dans le monde. Donc, je sors de ma zone géographique pour créer des opportunités commerciales dans le monde entier. Utiliser des applications SaaS pour simplifier et automatiser les tâches internes avec des logiciels de gestion de paye, de gestion de recouvrement, de gestion de fiches de paye, de notes de frais, et j'en passe. S'équiper de plateformes de communication adaptées au télétravail, mais pas uniquement au télétravail, aussi à des clients qui aujourd'hui nous sollicitent à travers les réseaux sociaux, à travers notre site web et des chatbots. Donc, les plateformes de communication doivent aujourd'hui être beaucoup plus larges en termes de canaux pour vraiment simplifier en fait, la communication via le web. Repenser les moyens de production
On a beaucoup parlé de big data, d'intelligence artificielle et d'IoT. Ça va continuer et c'est un vrai moyen d'optimiser la performance et les outils de productivité de l'entreprise. Repenser la relation client, je vous le disais, notamment avec ce potentiel multicanal d'Internet. Et puis, un sujet qui a été évidemment très important durant la période, la cybercriminalité. Il faut aujourd'hui garantir la sécurité des outils numériques, leur résilience face à la cyber. Et on a vu des bons assez incroyables durant la période. Donc, beaucoup de chantiers sur lesquels aujourd'hui l'entreprise n'est pas armée en interne. Alors, toute entreprise, on ne peut pas dire nécessairement ça. Il y a des plus grandes entreprises qui ont mis des vraies équipes de transformation digitale pour suivre ces projets. Mais dans une petite entreprise, c'est beaucoup moins facile. Et ces entreprises ont un vrai besoin d'accompagnement. Alors, moi, j'en suis persuadé, évidemment, le rôle d'un managed service provider, d'un opérateur de proximité, d'un acteur de proximité, il est d'accompagner ses clients dans la nouvelle normalité, dans cette transformation digitale. Et pour moi, pour accompagner ses clients, il faut vraiment d'abord en faire une stratégie. C'est-à-dire que la transformation digitale, on en parle depuis un certain temps. C'est clairement aujourd'hui l'attente numéro 1 des clients entreprises. Et il faut vraiment se positionner comme un accompagnateur des PME dans ce cadre-là. Pour le faire, il faut évidemment agréger des solutions et des prestations qui vont être capables de soutenir la stratégie digitale de l'entreprise. Donc, il faut définir la stratégie, certainement aider le chef d'entreprise à définir cette stratégie digitale. Et puis ensuite, il faut avoir les solutions et les outils qui vont permettre de l'accomplir. Proposer des services managés simples d'apprentissage, on le voit bien, en fait, l'expérience utilisateur est clé, l'adoption des outils est clé. Et si en fait ils sont trop complexes ou trop loin en fait du niveau de formation des utilisateurs, on va avoir un vrai problème. Donc, les services doivent vraiment apporter une expérience utilisateur simple pour que l'adoption soit maximale. Définir des indicateurs de performance. En fait, aujourd'hui, les entreprises sont prêtes à investir, mais elles ont besoin de comprendre leur ROI, leur retour sur investissement, les bénéfices, la productivité, les avantages. Et pour cela, en fait, il faut avoir des indicateurs qu'on va être capable de préciser en amont et qu'on va pouvoir suivre en fait dans le temps pour vraiment rassurer en fait l'entreprise dans ses investissements. Et puis, comme je le disais, un bon dispositif de formation. Tout changement demande de l'accompagnement, demande de la formation, demande de la prise en main. Il faut être aux côtés des utilisateurs et s'assurer de ne pas lâcher en fait, des utilisateurs dans cette transformation. Alors, la nouvelle normalité, c'est vraiment un océan d'opportunités. On le voit aujourd'hui, certains d'entre vous se concentrent sur certains sujets. Pour moi, en fait, notamment dans une petite entreprise, l'interlocuteur unique devient vraiment prioritaire. Je n'ai pas envie de m'appuyer sur 10 interlocuteurs qui ne vont pas se comprendre, qui vont se renvoyer la balle sur des sujets de qualité, de sécurité, de performance. Aujourd'hui, l'entreprise veut simplifier la tâche, elle a besoin d'un un conseil de proximité qui sera là à ses côtés et qui va prendre par la main en fait l'entreprise dans sa transformation digitale. On a plein d'enjeux, évidemment les infrastructures numériques, le passage au cloud, c'est aussi comprendre dans quel cloud je dois déployer mes infrastructures. Est-ce que je prends un cloud public, Amazon, Microsoft ou Google? Est-ce que je m'appuie sur une infrastructure dédiée? Est-ce que je me mets dans un cloud privé? Donc, est-ce que j'héberge mes données dans un data center bien spécifique que j'aurais choisi? Est-ce que je vais faire un mix entre du cloud hybride, de cloud hybride entre du public et du privé pour backuper mes données? Ça, c'est un vrai choix qui n'est pas facile à prendre pour un chef d'entreprise. Et encore une fois, là aussi, le conseil de cet acteur de proximité qui va être rassurant est important. L'accès à Internet est primordial. En fait, il faut une bonne qualité d'Internet, évidemment. Il faut maîtriser la qualité de service sur le LAN client, maîtriser la qualité de service de l'ensemble des terminaux, maîtriser la sécurité et la sauvegarde des données. Donc,
la sécurité des smartphones, la sécurité du PC, du téléphone. Tout ça, évidemment, est primordial. Et puis ensuite, une fois qu'on a une bonne infrastructure et des accès Internet sécurisés qui permettent d'accéder à cette infrastructure, on va pouvoir utiliser les outils qui sont disponibles sur Internet pour optimiser d'abord son workplace avec du process management, des business process finalement, des outils de gestion de projet, des outils de collaboration, donc du Jira, du CRM, du Teams, tout ça, ça fait partie du workplace. Ensuite, on a les outils de communication. On parle beaucoup de communication unifiée aujourd'hui, donc des outils qui vont permettre à la fois de communiquer en audio, en vidéo, en chat, avec des utilisateurs qui sont au sein de l'entreprise, à l'extérieur de l'entreprise, des fournisseurs ou des clients, mais aussi des utilisateurs qui sont sur Internet, qui vont communiquer avec l'entreprise via des réseaux sociaux et qu'il va falloir suivre, ou alors des utilisateurs qui viennent sur le site Internet de l'entreprise et qui, sur un chatbot, vont poser des questions. Et là aussi, il va falloir prendre cette relation, cette nouvelle relation client qui est web, et l'intégrer dans ces outils de communication pour que ce moyen de communiquer devienne assez naturel. Et puis, on parle aussi de la révolution industrielle 4.0, avec des outils comme le big data qui vont permettre d'analyser en masse les données, les comportements et en tirer des prédictions dans ces process industriels. Les objets connectés qui vont arriver de manière beaucoup plus massive dans les années qui arrivent. Et puis l'intelligence artificielle dont on parle beaucoup pour favoriser l'automatisation et la simplification des process industriels. Donc, on a vraiment un océan d'opportunités. Il ne faut pas voir en fait une seule brique et la rajouter dans son portefeuille. Il faut penser en fait transformation digitale de l'entreprise. Chaque entreprise est différente. Une PME et une grande entreprise n'ont pas les mêmes problématiques, évidemment. Il faut se mettre à la hauteur de chaque métier dans l'entreprise et répondre en fait à la transformation digitale de chaque client, de chaque service avec des outils qui vont faciliter les choses. Donc, je vous invite vraiment à ne pas penser aujourd'hui votre catalogue comme une seule spécialité, mais comme un ensemble de spécialités et aller chercher autour de vous les partenaires, éditeurs, opérateurs qui vont vous permettre de construire ce catalogue le plus fiable possible. Voilà, alors j'ai été assez rapide. Je reviens sur le club des dirigeants réseau et télécom. Donc aujourd'hui, on est présent sur 6 délégations en France, à Paris, à Lyon, à Lille, à Nantes, à Toulouse et à Marseille, avec plusieurs dîners par an, des rencontres. Venez rencontrer en fait vos homologues dans la région, échanger, réfléchissez, partagez. Peut-être que vous avez des compétences à partager pour adresser les mêmes clients de manière un peu plus globale et être l'interlocuteur unique de ces clients. Rejoignez-nous, vous êtes vraiment les bienvenus. Je ne sais pas si vous avez des questions. Une petite question de mon côté. Est-ce que selon toi, justement, cette force aujourd'hui du télétravail, ça implique même qu'on voit émerger de nouveaux métiers de conseil ou de consultant? Tu en as parlé un petit peu, mais est-ce qu'on peut même carrément créer une activité uniquement basée sur ce thème-là aujourd'hui quand Oui, on est MSP? je crois qu'aujourd'hui, en fait, il y a plusieurs sujets qui sont créés. Encore une fois, on a 3 millions de PME en France pour à peu près 5-6 000 ETI, entreprises de taille intermédiaire à plus de 250 salariés. Donc, ça fait quand même beaucoup d'entreprises qui sont en dessous de 250 salariés, beaucoup d'entreprises qui ne sont pas staffées pour définir une stratégie numérique. On est vraiment dans un besoin d'accompagnement. La France est en retard dans le numérique. On est 17e à l'échelle européenne. Ce n'est pas simplement lié au fait qu'on n'est pas de très haut débit, puisqu'en fait, aujourd'hui, on le voit bien, on a le très haut débit. C'est vraiment un manque de connaissances, un manque de temps. Les entreprises ont besoin d'être prises par la main pour définir à la fois une stratégie, donc analyser en fait l'existant et définir une préconisation de transformation digitale. Ensuite, cette préconisation, il va falloir la mettre en œuvre et on voit en fait les plus gros freins sont des freins de transformation
des équipes dans le management. Donc, il faut accompagner en fait le change management, accompagner les équipes dans cette transformation. Et puis ensuite, le numérique n'est pas un produit qu'on prend à 250 € par mois en se disant tout va bien se passer. C'est une vraie stratégie d'entreprise qui doit être accompagnée dans le temps et avec beaucoup de proximité, à la fois avec le dirigeant et avec les chefs et avec les chefs de service. Donc, oui, je suis persuadé en fait qu'il y a une activité de conseil à amener en amont en fait des services. Et je pense aussi que une PME attend de la part d'un MSP une offre globale qui va intégrer le conseil, l'accompagnement, une roadmap et vraiment cette capacité d'utiliser des outils de mesure, je le disais encore tout à l'heure, des KPI qui vont permettre de mesurer l'avancement de cette transformation de l'entreprise pour en faire aussi une vraie culture d'entreprise. Je pense que le numérique n'est pas une fin en soi, ça doit être une culture d'entreprise, ça doit vraiment s'intégrer dans une stratégie globale. Et cette stratégie globale, il faut l'accompagner parce qu'aujourd'hui, les dirigeants d'entreprise sont pas les meilleurs pour le faire. Est-ce que tu penses que la 5G sera un catalyseur quand même à cette transformation digitale? Oui, pour les grosses industries. Je pense que Pas au niveau de l'individu? Tu vois pas ça comme, pense que oui, oui, parce qu'on parle, je pense que les villes, notamment le smart city, va beaucoup utiliser la 5G pour enrichir les services amenés à la population. Donc oui, en tant que consommateur, la 5G va nous amener des choses. Ensuite, dans des grandes industries, on va le voir, notamment, enfin, ça fait partie de cette révolution 4.0 dont je parlais tout à l'heure. La 5G va amener beaucoup de révolutions dans l'industrie. Maintenant, au niveau des plus petites entreprises, du e-commerce, on a déjà en fait beaucoup de choses qui sont disponibles avec la 4G, avec la fibre optique. Donc le très haut débit nous offre déjà vraiment un océan d'opportunités. La 5G va continuer d'amener des opportunités industrielles, va continuer d'amener des bénéfices. C'est vrai qu'il y a un grand débat aujourd'hui sur la 5G, hein, on en a vraiment très peur. Ça ne va pas être une révolution pour monsieur tout le monde, mais ça va apporter beaucoup de changements et il faudra pas simplement des débits, il faudra vraiment de l'innovation autour de ça. Je pense que les télécoms ont, depuis 25 ans, fait beaucoup de concurrence sur les infrastructures et pas assez sur l'innovation. Et la 5G va être vraiment un moyen d'accélérer l'innovation dans les services. OK. J'ai une question, plutôt une remarque de Stéphane Moreau sur le chat qui dit que les MSP ont aussi un rôle à jouer dans le côté formation et sensibilisation des utilisateurs finaux, outre les services qu'ils apportent. Est-ce que pour toi, effectivement, il y a un rôle à faire, un rôle qu'ils ont à prendre aussi sur le fait d'expliquer bien les tenants, les aboutissants de toute cette problématique? Ouais, alors c'est pas les utilisateurs finaux uniquement. Je pense que ça commence vraiment par le dirigeant. Aujourd'hui, ça doit être une décision d'entreprise, c'est une culture d'entreprise, la transformation numérique, et ça doit vraiment être intégré par le dirigeant, par l'équipe dirigeante dans un premier lieu, et ensuite redescendre. Il faut définir une stratégie. Après la stratégie, on a un plan d'action, on a une roadmap, on a des objectifs, et c'est ensuite à ce moment-là qu'il faudra redescendre vers les équipes. Évidemment, avoir beaucoup de communication auprès des équipes, du haut vers le bas. Euh, il faut communiquer, informer de la stratégie et ensuite définir les objectifs. Et puis dans la réalisation, évidemment, il faut accompagner cette réalisation par des formations d'utilisateurs. Ouais. Merci beaucoup, Laurent. C'est très intéressant malgré les tout petits problèmes de son qu'on a eu. Je t'ai pas redérangé une autre fois, mais c'est encore, mais ça va. On t'a entendu quand même sans aucun problème pendant toute l'intervention. Donc voilà, tu vas Sûrement pouvoir des t'acheter une problèmes. belle liaison THD dès que tu sors. J'en ai déjà 3 au bureau, hein, donc je pense qu'il y a eu un autre problème. Mais bon, Ah bon, bah écoute, il y a un autre problème qu'il faudra que tu analyses en regardant à nouveau la vidéo. Je te remercie. Moi, ça marche. je vais donc conclure. Donc, comme j'avais déjà entendu dans une citation, je ne sais plus avec qui, mais quand quelqu'un dit en conclusion, un optimiste pense qu'il peut remettre son manteau quand il entend en conclusion, mais moi je vais être très bref. Donc je vais repartager mon écran. Alors attends, excuse-moi, peut-être que je vais te demander de couper ta vidéo, Laurent. Je ne sais pas Ouais, si non, je crois que ça doit marcher quand même, mais hop, ouais, c'est voilà. bon. Est-ce que on voit bien? Voilà, le programme de cet après-midi. Donc je le remets vite fait. Donc vous avez
4 interventions. Donc, vous allez pouvoir retrouver encore Sébastien Boras et donc Cosque Télécom, Clodoc et Snom. Donc, je vous conseille évidemment d'aller voir ces interventions. Moi, je voudrais de mon côté remercier Stéphane Beck et Oleg Bivol, évidemment, de Whatsoft, ainsi que Laurent Silvestri. Tous les trois m'ont fait confiance pour présenter cet événement. Je les remercie. Je remercie aussi l'équipe technique de GoMSP qui a œuvré vraiment dans l'ombre pour que tout se passe au mieux. Et je pense que ça s'est plutôt bien passé. Donc, je cite Chloé, Elisa, Marc et Alexandre. Les collaborateurs de Whatsoft aussi, j'ai l'impression d'être au César, mais bon, les collaborateurs de Whatsoft qui ont supporté ma présence pendant 2 jours à Bordeaux. Et remerciement spécial à Marine Moinard de SolarWinds qui m'a bien aidé aussi pour les interviews. Et évidemment à Charlène Brindeau de Whatsoft qui, en plus de l'organisation de tout l'événement, a été une aide de tous les instants pour que je puisse travailler dans les meilleures conditions. Donc, je voudrais conclure en disant une phrase que j'aime bien, que j'avais entendue un jour dans un spectacle. Si vous avez apprécié cet événement, dites aux personnes que vous aimez de s'inscrire l'année prochaine. Si vous n'avez pas apprécié cet événement, dites aux personnes que vous n'aimez pas de s'inscrire l'année prochaine. Voilà, merci à tous et très bonne fin de salon. Merci à tous. Merci Laurent.